Et vous avez vu les gars, il y a un film sur l'informatique qui est sorti. Un film sur l'informatique? Oui, oui, ça s'appelle IT. Mais non, c'est pas Haïti, c'est It. C'est ça en français. Oui, c'est ça. C'est un film avec un clown. Avec un clown. Ah, il faut que je regarde la bande-annonce. Pas les clowns, pas les clowns, pas les clowns, pas les clowns, pas les clowns. Avertissement. L'un des buts de cette vidéo est de pouvoir aider ceux qui ont peur des araignées. Et donc, voir une araignée, même sur vidéo, peut parfois heurter la sensibilité. Et donc, pour les plus sensibles d'entre vous, dès qu'une photo d'araignée apparaîtra à l'écran, vous verrez quelques secondes avant ça l'image de Gypsy l'araignée qui vous indiquera de tourner la tête. Vous pourrez à nouveau vous tourner vers l'écran lorsque vous entendrez ce son. Il y a également une partie atelier dans la vidéo où vous verrez un spécimen vivant et plusieurs autres dans des fioles. A nouveau, si vous êtes trop sensible, je vous invite alors à cliquer sur le lien correspondant dans la description de la vidéo pour passer directement toute cette partie. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans... Quoi? Oh, punaise! J'ai pas l'habitude d'être accompagné. T'as vu ça? Acteur studio quand même, hein? Et oui, eh bien c'est une première, pour la toute première fois dans le Marcus Major Show, je reçois un invité, et pas n'importe lequel. Merci Arnaud d'être venu. Enchanté. Alors, qui es-tu et que viens-tu faire chez moi? Alors, je suis Arnaud Enrard, je suis arachnologue au musée de l'Afrique centrale à Tervuren, et pour le moment j'effectue une thèse sur des araignées principalement africaines, mais qui se retrouvent aussi un peu partout autour du globe. Voilà. D'accord. Alors... bien entendu, le but c'était pas de faire le buzz une deuxième fois. Ce n'est pas parce que la première émission a cartonné, le mot est faible, que effectivement je me suis senti obligé de faire une deuxième édition. Mais je trouvais la première édition un peu faible. Alors oui, effectivement, on a bien rigolé, elle était bien lol, etc. Mais je trouvais qu'effectivement il manquait certains détails et certaines précisions. Et je trouvais que de manière générale, même si je donnais quelques conseils un peu superficiels, mais je me dis si ça peut aider quelqu'un, c'est un peu limite. Donc j'ai fait appel à Arnaud qui a gentiment accepté de venir dans le QG du Marcus Major Show pour venir effectivement nous parler de ses précisions et de détails un peu plus scientifiques, je vais dire. On va essayer. Alors j'adore les araignées et je me renseigne pas mal sur elles afin de mieux les connaître, etc. C'est un sujet qui me passionne, je suis pas voilà, fan au point d'en collectionner ou quoi que ce soit, mais effectivement c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais voilà, je vais te poser des questions un peu bateau. Donc la première question c'est, sont-elles dangereuses? Alors, ça dépend où sur le globe. Effectivement, il y a des araignées qui sont dangereuses, on en retrouve en Australie, en Amérique latine et en Afrique par exemple. Et en Belgique en tout cas, on n'a rien à craindre, on n'a pas d'araignées dangereuses, si ce n'est qu'il est possible qu'on ait parfois des araignées exotiques qui sont transportées par des bananes ou les containers, qui elles pourraient s'avérer parfois dangereuses. Mais les cas sont extrêmement rares et à ma connaissance, personne n'a eu le droit à une morsure d'araignée dangereuse en Belgique. D'accord. Et effectivement, comme tu dis, exotique, finalement, quand on évoque le terme exotique, ça peut éventuellement être un déplacement suite au réchauffement climatique ou que sais-je. Par exemple, je sais que dans le sud de la France, il y a deux super copines qui sont par exemple la recluse et la violoniste. Tout à fait. Arrête-moi si je me trompe. Mais on va dire que celles-là, elles ne font pas que caresser le poil. Arrête-moi si je me trompe. Alors souvent les médias parlent de récluse brune justement, c'est pour ça que je m'en mêle moi-même les pinceaux. C'est que souvent lorsqu'on a affaire à l'araignée violoniste, on parle directement de
d'araignées exotiques. Et la récluse brune, donc l'Oxocelles reclusa, est une araignée originaire d'Amérique latine. Et il y a quelques documentations sur la morsure de cette araignée-là. Elle a un venin donc cytotoxique qui est nécrosant, qui va provoquer donc très vite, à un moment donné, une infection et une putréfaction des tissus, d'accord. Bon, bien sûr, c'est très variable entre les personnes. Les personnes qui sont plus sensibles à ça vont avoir des blessures plus importantes, et les personnes qui sont moins sensibles au venin vont avoir une petite démangeaison et ça va passer. La récluse brune est souvent incriminée à tort, car il existe aussi en France une espèce locale, autochtone, qui est l'araignée violoniste, donc l'Oxocelles rufescens. C'est une voisine ou une cousine de la récluse brune. C'est une araignée de la même famille, du même genre, et dont le cas avéré de morsure est extrêmement rare. Il faut savoir aussi qu'il y a 10% de cas avérés dans le monde de cette araignée qui a été documentée aussi médicalement, d'accord. Et à ma connaissance, très peu de cas mortels, parce que les cas mortels souvent ne sont pas dus au venin lui-même, mais à une complication allergique, etc. Ou bactérienne, etc. Ou bactérienne, exactement, qui vient s'ajouter à cette première blessure. Voilà. D'accord. Donc en France, on a bien l'Oxocelles rufescens, l'araignée violoniste, voilà, tout simplement. En parlant de la recluse, tu vas me dire si oui ou non c'est correct ou pas, mais l'article disait pour donner un conseil pour éviter effectivement morsure, etc., que la recluse tenait son nom parce qu'elle se mettait dans des coins bien abandonnés, bien cachés, etc., et notamment les vêtements. Et que il y avait beaucoup de témoignages, beaucoup, tout est relatif, hein, mais il y avait des témoignages qui disaient que la morsure, par exemple, à la jambe, c'est parce que la recluse était prise dans le pantalon, les gens mettaient le pantalon et elle était à l'étroit, c'est pas qu'elle est méchante, mais elle était à l'étroit, elle se défendait en mordant. Et donc, il disait, donc, voilà, si vous êtes dans une zone à risque, avant de mettre le pantalon, secouez bien vos vêtements, etc., pour éviter d'avoir ce genre de blague, quoi. Ouais. Alors, il y a eu un cas avéré de morsure en France où effectivement l'araignée a été récupérée, donc ça a permis l'identification officielle et formelle. Et c'est vrai que c'était une dame, si je me souviens bien, qui aurait retrouvé écrabouillée, puisque l'araignée était complètement serrée dans le pantalon. Elle aurait retrouvé l'araignée et à l'endroit où elle s'est fait mordre, en fait, elle n'a rien senti, elle n'a pas senti de douleur, et une démangeaison est apparue, ça a commencé à gratter, puis effectivement, il y a eu une infection qui s'est généralisée à cet endroit-là, et le temps qu'elle comprenne vraiment bien, le temps qu'elle aille finalement à l'hôpital ou chez son docteur, la plaie a eu le temps de bien s'amplifier et de s'infecter, oui. D'accord. Et effectivement, donc les chaussures, certains vêtements peuvent être sujets à des cachettes pour cette araignée-là, qui normalement est dehors, mais encore une fois, lors de périodes de reproduction, le mâle vagabonde beaucoup plus souvent, et c'est souvent lui qu'on retrouve à l'intérieur des maisons. D'accord. Oui, et ça me fait penser à une question. Est-ce que, parce que je lisais un autre article, où d'ailleurs tu étais cité dedans, où tu expliquais que normalement l'araignée n'a pas la possibilité, la puissance de percer la peau. Est-ce que tu peux développer ça? Alors oui, si je me souviens bien, c'était une étude, je n'ai plus les références en tête, mais qui avait montré et mesuré la force qui était nécessaire à une araignée pour qu'elle puisse transpercer les tissus profonds de notre chair. Et il a été montré que 2%, je pense, donc très 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 peu d'araignées étaient capables effectivement de transpercer notre peau et d'atteindre donc les tissus plus profonds de l'épiderme. Ce qui veut dire, c'est que la majorité des araignées présentes en Belgique ne pourront pas avoir la force nécessaire de nous mordre et d'injecter par exemple du venin. Par exemple, les tégénaires en particulier, parce qu'on parle très très souvent d'elles, elles sont grosses, mais elles sont tout à fait incapables
elles n'ont pas la force physique de nous mordre véritablement. Même D'accord. si les araignées mordent, elles ne piquent pas. Et là, ça sera juste pas possible. Maintenant, il n'est pas impossible d'avoir une araignée qui tente le coup. Et si on a une zone un peu plus fine ou quoi, ma foi, je ne vais pas dire à 100% que c'est impossible. Hein. Ok. Un bébé, par exemple, qui a une peau plus fine aussi, qui est plus fragile, pourrait sans doute... allez, une araignée pourrait avoir plus facile à transpercer une peau fragile d'un bébé ou d'une vieille personne. D'accord. Et pour rester dans le cadre des légendes et des rumeurs, il y a une rumeur qu'on entend parfois, c'est l'araignée peut faire un trou dans la peau et carrément pondre ses œufs dans la peau, sous la chair. J'ai déjà entendu ça aussi. Donc là, on n'a pas affaire à des araignées en fait. Parce qu'il y a... C'est alien en fait. Ah, oui, c'est vrai que ça a des pattes comme une araignée. Ouais. Mais pour être sérieux, on reste dans le groupe des arachnides et la seule bestiole sans doute, que je connaisse qui est capable de faire, c'est un acarien. Et la maladie s'appelle la gale. D'accord. Voilà, donc la gale est provoquée par un acarien qui va pondre ses œufs sous l'épiderme et effectivement on peut avoir parfois des sorties d'acariens et on aura l'impression de voir des bébés araignées courir partout et sortir de la peau. D'accord. Mais ce sont des acariens, ce ne sont pas des araignées. Voilà. Ok. Et la maladie s'appelle la gale. Donc des acariens. Donc tu veux dire le truc qui pullule dans la maison Sous un ton peu partout. oreiller. Tout à fait. D'accord. Bon cette émission va se transformer non pas l'émission sur les araignées, mais l'émission sur les acariens. Comment lutter contre la peur des acariens. Bon, moi j'avais lu un article sur la recluse en tant que telle. Voilà, si vous êtes sensible, si vous n'êtes pas forcément rassuré par rapport aux araignées, n'allez pas forcément voir les dégâts que ça peut faire. Parce que j'ai vu quelques photos de peau nécrosée. Surtout, ne faites pas confiance aux photos que vous pouvez trouver sur Internet. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il faut vraiment, si vous voulez aller loin dans vos recherches, concentrez-vous plutôt sur des articles scientifiques, on va dire, qui publient de façon détaillée des cas de morsure. Et parfois, on a des publications qui publient justement un cas probable de morsure, mais il y a parfois même pas une certitude absolue, et on a des choses qui sont parfois très bizarres et très graves, on va dire, mais le problème là, c'est le côté médiatique qui va amplifier un phénomène qui n'a peut-être pas de lien concret, quoi. C'est ça. Et pour vraiment répondre à ta question sur le réchauffement climatique etc., il y a quelques espèces qui sont déjà reconnues comme migrant progressivement vers le nord, mais pas la récluse à ma connaissance. D'accord. Mais effectivement, voilà, on imagine bien le type d'article qui donne envie de cliquer. Regardez ce que cette araignée a fait à cette personne-là. Donc fatalement, voilà, plus c'est sensationnel et plus les gens vont cliquer. C'est logique. Voilà. Quoi. Ouais. Oui, j'ai évoqué la recluse et la violoniste, mais on peut évoquer également la veuve noire. Mais la veuve noire, les gens sont un peu partagés. Il y en a qui disent qu'elle est super dangereuse, et il y en a d'autres qui disent « Oh non, elle vit sa vie et elle touche à personne ». La veuve noire, c'est encore un exemple où on a deux types de venin chez les araignées. On a un venin qui est cytotoxique comme la récluse, et on a un venin qui est neurotoxique comme c'est le cas pour la veuve noire. Alors, il faut savoir que la veuve noire, elle fait 1,5 cm, 2 cm. Donc beaucoup de gens... On a l'impression, quand on parle de veuve noire, d'avoir une araignée géante, mais c'est pas du tout le cas, elle est très très petite. Donc la quantité de venin qu'elle peut injecter est très minime aussi. Donc pour un adulte en bonne santé, le venin ne va pas l'affectionner particulièrement. Dans le sens où ne va pas rendre mortel, la personne ne va pas décéder suite à une morsure, si elle est en bonne santé. Maintenant, c'est vrai qu'elle va passer un mauvais quart d'heure. Je crois qu'elle va ressentir des effets qui sont propres au venin, des nausées, etc. C'est bien connu de la littérature. Mais il faut vraiment qu'on ait une personne soit allergique, soit peut-être avec des sujets à des problèmes cardiaques ou des enfants en bas âge qui vont recevoir. Le volume est différent et plus petit, donc le venin pourra... Mais la veuve noire, on en trouve en France, une veuve qui s'appelle Latrodectus tridecim guttatus, et c'est une cousine, une voisine de la veuve noire, Latrodectus mactans, qu'on trouve en Amazonie, enfin en Amérique latine, et on a montré que le venin était beaucoup moins puissant aussi que ses représentants américaines. D'accord.
Voilà. Et les cas de morsure ne sont pas très connus non plus ici, en Europe en tout cas. D'accord, ok. À ma connaissance. Je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé, mais... D'accord. Alors, y a-t-il, pour essayer de briser une croyance, y a-t-il une espèce qui peut vraiment courir vers nous? C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on tapote un peu du pied par terre, généralement, elle s'enfuit. Mais est-ce qu'il y a vraiment une araignée qui dit « Je m'en fiche, moi je vais vers l'humain » ? Non. Voilà. La réponse est simple. Non. Maintenant, il est possible qu'on ait certaines impressions. Quand on effraie une araignée, parce que c'est vrai que l'araignée elle est souvent effrayée, même si on croit le contraire, elle va avoir plusieurs comportements. Soit elle fait la morte, elle ne bouge pas et elle fait la discrète, soit elle va essayer de fuir et elle va choisir un endroit, une cachette. Généralement, quand une araignée est effrayée, elle se laisse tomber sur le sol et ensuite celle qui prend la fuite va essayer à toute allure de courir vers une cachette. Et généralement, nos souliers peuvent représenter un caillou. Comme c'est pratique. Et l'envie de l'araignée de se cacher dessous. Et souvent, ça peut être mal interprété comme une araignée qui vient attaquer la personne qui vient perturber son bien-être. Mais on est bien d'accord, elle est juste déboussolée en fait. Oui, complètement, tout à fait. D'ailleurs, elle réagit très vite au début, mais elle s'épuise aussi très rapidement. C'est propre à son métabolisme? Oui, parce que les araignées n'ont pas des poumons comme nous, etc. Et elles ont des lamelles qui au niveau de l'abdomen, qui emmagasinent un peu d'oxygène, mais ces réserves-là sont très vite épuisées. Et donc le transfert d'oxygène est beaucoup plus lent. Et si une araignée consomme très vite son oxygène qui sont à l'intérieur de ses poumons, certaines araignées ont même 4 poumons, ben, l'araignée va très très vite se fatiguer et ça se voit. D'accord, ok. Donc elle a quelques instants pour pouvoir vite trouver une cachette, ou sinon elle va être même maladroite et être beaucoup moins performante. D'accord, ok. Et donc maintenant abordons un côté pratique, où quels sont les conseils pour éviter d'avoir peur des araignées? Et déjà, voilà, ok, elles n'ont pas un physique facile, mais est-ce que cette peur vient du fait que elles ont justement un physique qui n'est pas facile, ou est-ce qu'il y a une peur d'être mordu, d'avoir mal, d'avoir des soucis, etc., etc. Il y a peut-être plusieurs réponses à cette question, mais j'en suis sûr de aucune, finalement. Ce que je constate lorsque je discute avec des gens avec lesquels je travaille parfois cette phobie, c'est que c'est l'aspect repoussant, mais surtout du contact. Donc parfois la regarder, il n'y a pas de problème, on peut même s'essayer à regarder plus en détail et à voir les patterns de couleurs qui peuvent être plus jolis que l'aspect noir et velu qu'on a généralement en tête, mais cet aspect imprévisible surtout, et ce contact des pattes qui touchent la peau est apparemment insupportable pour ces gens-là. Et je ne sais plus la suite. Mais est-ce qu'il y a des conseils pour justement diminuer cette peur? D'où vient cette peur? Et donc l'autre possibilité, ce serait une composante génétique qui serait ancrée en fait profondément en nous, et qui viendrait du temps où l'homme de la préhistoire devait s'armer pour pouvoir échapper à certains dangers, et il est vraisemblable qu'il fallait éviter de se faire mordre par une araignée. Et les individus trop curieux, par exemple, mais ça vaut pour n'importe quelle bête, finalement, mais il est vrai qu'il est possible qu'on ait une réaction propre à notre génome, en fait, qui serait ancrée dans notre génome, et qui nous permettrait avant qu'on ait identifié clairement que ce soit une araignée, que notre corps, que notre cerveau réagissent et nous fasse éviter ce danger potentiel. D'accord. Donc ce serait un processus de l'évolution, de sélection. Donc les gens qui n'ont pas peur des araignées ont plus de chances de se faire mordre, et si les araignées à cette époque-là sont dangereuses, ces gens-là ne survivent pas. Mais les gens qui ont une réaction de peur vont avoir ce gène entre eux et le transmettre à leur descendance, etc. etc. D'accord. Maintenant, c'est une théorie un peu farfelue, parce qu'il n'y a pas pourquoi les araignées et pas les autres... Il n'y a pas que les araignées, je veux dire. Il y a aussi d'autres bestioles pour lesquelles il faut se méfier, et on ne peut pas expliquer toutes les phobies par cette simple règle qui est trop générale.
C'est ça. Mais voilà. Et donc le conseil que tu donnerais, c'est essayer de au moins déjà commencer peut-être d'en avoir une sur soi, d'essayer en commençant par petit. Peut-être pas Non. Aussi vite, mais le meilleur conseil que je peux faire, c'est de prendre un appareil photo et de découvrir soi-même à travers un objectif macro le monde des araignées. Et donc on se rendra très vite compte qu'une araignée n'est pas une simple tache velue avec des grandes pattes, mais qu'il y a beaucoup d'autres aspects. Les araignées sont extrêmement diverses, on a plein de couleurs différentes, de formes différentes, des petites, des grandes, et on peut même commencer simplement par aller voir sur internet. Si on tape comme mot-clé beautiful spider ou araignée très jolie, et vous allez voir des araignées que vous aurez peine à croire que c'en est une. Oui, c'est ça. Des petits bijoux. Oui, c'est ça, parce que finalement, souvent, on voit une araignée dans un environnement un peu, pas forcément agréable, au fond d'une cave, dans la poussière. On a un peu ce sentiment, ce sentiment un peu macabre, je vais dire entre guillemets. Par contre, si on la voit sur une belle feuille bien présentée avec des belles couleurs, ça peut peut-être influencer positivement la personne, quoi. Voilà. Et surtout le fait de partir soi-même à la recherche. De ce monde-là, des insectes et des araignées, et on en devient amoureux presque. C'est contagieux. Donc d'arachnophobe, on peut presque devenir arachnophile. Oui, je pense, tout à fait. Je pense que c'est déjà arrivé, et des amateurs qui, a priori, n'aiment pas du tout les araignées, se sont mis à la photo sans doute, et se sont essayés ensuite à la macrophotographie, et ont pu voir en fait de loin une araignée de près sur leur écran, et voir des aspects qu'ils n'auraient jamais cru voir, et qui sont impossibles à voir à l'œil nu. D'accord. Voilà, les yeux, les patterns de couleurs, certains comportements qui sont propres à la reproduction, et ça c'est un monde fascinant. Le mâle est parfois obligé de parader pour pouvoir attirer la femelle, et les mouvements qu'il fait sont juste incroyables. D'accord. Voilà. Alors si je peux aussi ajouter quelque chose à propos des araignées, et surtout de la diversité, de la beauté qu'il peut y avoir chez les araignées, c'est d'aller jeter un coup d'œil sur YouTube, sur internet, et de jeter un coup d'œil sur cette araignée qui s'appelle l'araignée pan. En anglais, peacock spider. Donc c'est une araignée très petite, elle fait 3-4 mm, et elle est originaire d'Australie. Et c'est une araignée qui, pour pouvoir courtiser la femelle, va exécuter une danse nuptiale qui est absolument fantastique. D'accord. Elle va relever son abdomen, et comme l'oiseau pan, va dévoiler son panel de couleurs métalliques, vert, bleu, flamboyant, avec une danse nuptiale tout à fait remarquable et très complexe. Et c'est un petit bijou à voir. Ça montre un côté tout à fait inattendu chez les araignées, et ça pourrait éventuellement retirer cette image de cette grosse araignée velue et noire que tout le monde a en pensant directement à l'araignée. Et donc, pour expliquer un tout petit peu en quelques mots cette nécessité de faire cette danse nuptiale, c'est que le mâle, pour pouvoir déjà montrer qu'il est costaud et qu'il a des bons gènes, va devoir informer la femelle qu'il n'est pas une proie, mais plutôt un bon candidat pour la reproduction. S'il exécute mal ces signaux, probablement qu'il se fera bouffer. D'accord. Voilà. Et donc le mâle va devoir danser et faire vraiment des acrobaties pour pouvoir s'approcher de la femelle, et au final être accordé par le mâle. Sacrée sentence, hein. Ça c'est pas du petit concours de danse, hein. Et tu dis qu'il y a une vidéo publique oui, où on tout sait à fait, facilement voir ça. Mais voilà. Et ces dernières années, énormément d'espèces différentes ont été trouvées. Ça a vraiment fait un flop, pas un flop, au contraire un buzz chez les scientifiques. Et il y a pas mal de vidéos de nouveautés qui ont pu être filmées, notamment, et ça c'est remarquable, en milieu naturel. D'accord. Sachant qu'elle fait 3 mm, donc les prouesses du caméraman sont vraiment remarquables. Le genre s'appelle Maratus, et la première araignée qui a fait connaître ce comportement-là, c'est Maratus volans. D'accord. Donc, voilà. Ok. Une petite beauté de la nature.
Super. Voilà, vous avez déjà vu quelques images à l'instant, mais je mettrai bien entendu le lien dans la description de la vidéo, bien entendu, pour si vous voulez en voir d'autres, etc. Donc, et peut-être que voilà, comme disait Arnaud, vous allez peut-être avoir une autre opinion des araignées et éviter de la voir comme une bête affreuse et méchante, etc. Et en fait, on parlait justement avant de commencer qu'il y a une araignée star qui revient chaque année, qui est la fameuse tégénère. Tu sais expliquer déjà ce qu'est la tégénère et pourquoi effectivement c'est la star finalement qui revient chaque année. Chaque année, on a minimum un article qui parle de la tégénère. Ok. Alors, je vais commencer d'abord par expliquer que chez les araignées, on a deux grands groupes. On a des araignées qui construisent des toiles et des araignées qui sont errantes et qui marchent et courent sur le sol pour pouvoir chasser. Donc ces araignées qui courent sur le sol et qui chassent à l'affût ne vont pas produire de toile pour capturer leur proie. Elles vont produire de la toile pour construire des cocons, pour s'abriter, etc. Mais c'est l'autre groupe d'araignées qui va construire une toile pour attraper leur proie. Donc les araignées bien connues, c'est les araignées qui font des toiles géométriques, et par exemple les tégénères, elles font des toiles en nappe. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les araignées qui sont errantes, qui courent sur le sol, ou marchent sur les murs, etc., ou sur les vitres, ont au bout de leurs pattes une touffe de poils qui va permettre à l'araignée d'adhérer au substrat par un phénomène de physique et d'électrostatique. D'accord ? Ce groupe-là est d'ailleurs capable de marcher au plafond, d'adhérer sur les vitres, etc. Les araignées qui font des toiles, en fait, à la place de cette touffe de poils, ont une petite griffe qui va permettre à l'araignée de s'assurer sur les fils qu'elle construit. Et cette petite griffe-là, donc l'araignée a une patte avec deux griffes au bout, et une troisième petite griffe, c'est cette griffe-là dont je parle. Et cette griffe-là lui permet simplement de se déplacer sur la toile sans être engluée par celle-ci, etc. Et donc ces araignées-là ne peuvent pas marcher au plafond ou grimper sur les vitres, etc. parce qu'elles n'ont pas cette touffe de poils et l'adhésion qu'elle permet de faire. Et alors les tégénères, ce sont des araignées qui construisent des toiles. Et elles sont très souvent coincées dans les baignoires ou dans les éviers. Et c'est là qu'on les trouve le plus souvent, lorsqu'elles sont coincées et qu'on doit les évacuer. Et effectivement, elles ne savent pas remonter ces parois lisses parce qu'elles sont d'habitude sur les toiles. Mais alors, souvent, la question qui se pose, mais qu'est-ce qu'elle fait dans ma baignoire ? Elle est venue par les tuyaux. Elle prend son bain, c'est normal. Voilà, par la robinetterie. Non, rien de tout ça, c'est juste une araignée qui se balade. Généralement, ce sont les mâles qui vagabondent à la recherche de femelles pour la reproduction lors de périodes très précises, ou simplement une araignée qui trouvait son endroit trop petit parce qu'elle grandit, qui doit trouver un autre endroit pour capturer des proies et qui se trouve prise au piège là. Et donc voilà pourquoi on rencontre le plus souvent les tégénères dans les maisons, emprisonnés dans ce genre d'endroit. D'accord. Ensuite, c'est une star parce que les tégénères, il peut y en avoir des très grosses, enfin d'apparence très grosses, parce qu'il faut savoir que le corps d'une tégénère ne dépasse jamais, peut-être de très rares exceptions, 2 cm. Donc il faut savoir que le corps de la tégénère est relativement modeste. 2 cm, c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, effectivement, l'amplitude des pattes peut donner un aspect beaucoup plus grand, genre une dizaine de centimètres d'envergure, et surtout les mâles. Et c'est ça qui donne l'impression d'avoir une araignée géante, exotique, que sais-je, et dont les médias en parlent chaque année à la même période, lors de la période de reproduction justement, lorsque les araignées sont bien matures, sont bien nourries tout l'été et doivent pondre, etc., etc. Et c'est à cette période-là qu'elles sont les plus grosses. D'accord. Et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'elle devient star, la tégénère. D'accord. Et alors tu m'as raconté un truc complètement fou avant qu'on commence. Elle a un prédateur qui est un de ses confrères en fait. Ah oui. Oui, donc les araignées, en fait, une chose à dire quand même, c'est que des araignées dans une maison est un bon signe de bonne santé de la maison elle-même. Si on n'avait pas d'araignées, qu'on n'avait pas d'insectes, et qu'on a un endroit qui est tout à fait stérile, c'est probablement parce qu'on utilise trop de produits chimiques, etc., et qu'on rend notre environnement à nous très malsain finalement. Donc les araignées dans une maison est un signe de bonne santé de la maison. Ça va ? Et donc les araignées mangent les insectes, mais il y a des araignées qui mangent les araignées aussi. Et donc effectivement, il y a un prédateur naturel de cette grosse tégénère qui est le phoque,
Pholcus, qui est une araignée qui a un petit corps, qui a des longues pattes, qui est très frêle, qui secoue très fort sa toile lorsqu'on la dérange, par exemple. Et cette araignée-là, effectivement, est capable de manger une proie qui est beaucoup plus grosse qu'elle, car elle a un mécanisme de prédation qui est fulgurant, rapide comme l'éclair, et la tégénère qui passe à proximité des fils de la toile de ce folk, par exemple, va être emmaillotée en une fraction de temps, et voilà. Donc ça, c'est la méthode. Donc, laissez les folks, laissez les tégénères, ils se débrouillent entre eux, ils s'autorégulent, etc. Et vous avez une maison saine. Mais c'est complètement fou, hein. Comme quoi le fameux dicton les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Parce que finalement, quand tu mets les deux en comparaison, il y a quand même une différence de taille. Hein. Oui, tout à fait. C'est fou. La soie de l'araignée est extrêmement solide aussi. Hein. On l'étudie fort en physique. Et donc, c'est pour ça que l'araignée non seulement peut supporter son foie avec un très très petit fil, mais emmailloter et emprisonner une proie, la soie est très efficace. Ah ouais, d'office. Donc on a parlé de la peur, etc. Maintenant, est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui ont déjà tout essayé et qui ont vraiment du mal, un conseil donc pour les écarter, pour éviter qu'elles s'approchent de trop, ou un conseil, si elle est effectivement à l'intérieur de la maison, quel est le meilleur moyen de s'en débarrasser, pour éviter, bien entendu, de l'écraser. C'est vrai que c'est sans doute pas très facile pour la personne. Il y a sans doute quelques gadgets qui existent, mais ce que moi je préconise, c'est de fatiguer l'araignée. Donc, comme je l'ai sans doute dit un peu plus tôt, lorsqu'une araignée va être surprise, ce qu'elle va faire, c'est avoir soit un comportement de morte, donc elle va se laisser tomber, ne plus bouger, etc. Donc là, c'est facile pour mettre un verre, glisser une feuille, etc. Soit l'araignée va au contraire être très vive, et ça c'est ce qui nous surprend la plupart du temps, mais elle est très vive sur une période de temps très courte, parce que l'araignée en fait cherche à tout prix une cachette ou à s'éloigner de l'élément perturbateur ou du prédateur, et donc va très vite se fatiguer. Et lorsque l'araignée est très vite fatiguée, à ce moment-là, il est vraiment très facile de pouvoir éventuellement la diriger vers un endroit précis, vers un pot, vers en plastique ou en verre, ou une boîte, ou voilà. Ou j'ai un super outil que j'ai trouvé en magasin. Alors bon, attention, j'ai pas été payé, je connais même pas la marque de ce truc, mais en fait c'est ceci. C'est simple. Et en fait c'est un super pistolet, je sais pas si il est tellement long que voilà. Il y a une poignée en fait, on appuie et pouf, il y a ceci qui s'ouvre, je vais l'approcher de la caméra, et en fait vous le collez au mur ou au sol, etc. Vous refermez, et en fait tout ça c'est très voilà, ça ne peut pas blesser l'araignée, et donc elle se retrouve emprisonnée dedans, et vous arrivez simplement dehors, et pouf, vous la larguez. Vous n'avez fait aucun mal à l'araignée, et la plupart du temps quand j'explique ça, les gens me disent « Ah ouais, tu la mets dehors pour qu'elle revienne de plus belle dans la maison ». Oui, mais mon but c'est de ne pas tuer l'araignée, comme toute espèce vivante, sauf les mouches. Les mouches, je trouve que ça sert à rien, je les éclate. Les moustiques. Et les moustiques, ça sert à rien non plus. Mais non, mais les araignées, effectivement, voilà, je fais attention de les mettre dehors. Et donc voilà, ça c'est peut-être un exemple parmi tant d'autres. Donc si vous avez vraiment du mal à même prendre un verre, parce que le verre c'est déjà plus proche de l'araignée ou que sais-je, il y a peut-être effectivement aller chercher dans les commerces pour une solution qui permette d'un peu soulager vos peurs, je vais dire, ou votre phobie. Je peux jeter un coup d'œil? Ouais, vas-y. C'est la première fois que j'en vois un, donc je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Ah oui, alors il faut faire bien attention qu'il n'y ait pas un cheveu qui soit coincé dedans, sinon ça peut prêter à confusion. Hein. Mais elle s'enlève pas l'araignée. Ah oui, donc c'est sympa. Alors maintenant, ouais, en fait, tu vois, t'as des petits il y en a qui sont tout seuls, et il y a des petits rebords comme ça. Oui, je crois que ça peut fonctionner. Maintenant, comme je dis, si l'araignée a un comportement très vif et de fuite, vous allez avoir l'impression que l'araignée, en s'approchant, va sauter, ce qui est assez probable. Et si elle atterrit dessus, l'araignée va faire ça en toute vitesse. Garantie. Donc, avant de l'utiliser sur l'araignée, faites-la courir.
Une fois qu'elle sera un peu plus lente et plus maladroite, à mon avis, ça marchera. Alors, Parce que j'ai déjà eu le coup, hein, avec des balais, on essaye de faire bouger l'araignée, mais l'araignée, elle monte sur le balai et trouve une autre issue. Hein. alors, bien entendu, si effectivement ce genre de choses arrive, vous pouvez vous prévenir en mettant un gros bouclier au niveau du manche. Bon, une armure peut effectivement fonctionner également, mais c'est vrai que voilà, on n'y pense pas toujours, mais Éviter la bonbonne de Baygon. Hein. oui, surtout. Et alors, une autre remarque que j'entends parfois, soit que j'ai vu, et soit moi-même, par exemple. Moi-même, je peux pas dire que je sois arachnophobe, ou alors très très refoulé, mais par exemple, quand je suis surpris, quand je vois une bien grosse tégénère sur le mur, ben en fait j'ai un mouvement de recul et je suis saisi en fait. Alors voilà, je vais pas faire ce genre de choses avec d'autres insectes, mais effectivement l'araignée, j'ai ce mouvement de recul. De nouveau, est-ce que c'est la taille imposante ou que sais-je qui fait que... Justement, c'est peut-être cette fameuse histoire génétique. On aurait dans notre génome un comportement de défense, d'accord ? Et cette forme inquiétante et inconnue, avant qu'on puisse savoir que c'est une araignée, on va réagir. Donc cette forme inquiétante est quelque part gravée dans notre génome et permet à notre cerveau de réagir très très vite avant qu'on ait un incident. D'accord, si cette forme est réellement dangereuse. Donc il est vrai que lorsqu'on va se tourner et qu'on va voir quelque chose, généralement c'est les grosses araignées, notre cerveau va voir la forme et va interpréter le danger avant qu'on en ait réellement conscience. Et c'est pour ça qu'on sursaute très vite, en tout cas la plupart des gens. Et c'était quoi ta vraie question ? Mais, donc ça explique effectivement cette réaction de recul oui. quand on voit effectivement une grosse araignée. Et je pense qu'inconsciemment on a déjà identifié le danger avant qu'on en ait conscience. Et bon, il n'y a pas que les araignées, ça peut être parfois un bruit ou un chien qui aboie, etc. On a vite ce comportement de défense parce que faut savoir qu'avoir peur, en fait, c'est un signe de survie. Être très curieux, c'est bien, mais on a plus de chances d'approcher le danger, en quelque sorte. C'est ça. Et donc, on a vraiment ça dans notre génome, dans nos gènes, et on n'a pas que... Enfin, les animaux ont ça aussi, hein, ils réagissent très très vite à certains stimuli, justement pour pouvoir échapper à un danger potentiel. Qui est le cerveau reptilien, je pense, non ? Peut-être. Là, j'avoue que... C'est là que le stress, je pense, donc à mon avis, ça doit peut-être être celui-là. C'est un mécanisme automatique. À consulter. Donc, voilà, à approfondir. À approfondir et vérifier. Ou à se rappeler de ces cours de bac. Alors, promis juré, je vais pas vous faire quelque chose une araignée qui va sauter sur l'écran ou quoi que ce soit, mais voilà, je pense qu'on va passer dans une partie très très intéressante, car notre cher Arnaud n'est pas venu les mains vides. En effet, il a amené des spécimens, et je dis des. Alors, rassurez-vous, bon, moi je m'inquiète pas du tout, hein, je vais très bien, et il a déjà joué avec un spécimen vivant devant moi, c'était très drôle à voir. Donc il y a qu'un seul spécimen vivant, si je peux vous rassurer. Tous les autres sont en train de dormir, on va dire, pour éviter de dire mort de manière lamentable. Mais donc voilà. Donc on va passer effectivement voir tout ça, et il va nous expliquer avec des spécimens bien en chair et en os, j'ai envie de dire. À tout de suite. Ok, pour l'occasion, j'ai été collecter une araignée, une tégénère. Une tégénère un peu particulière, elle est très jolie. Et c'est une araignée que j'ai prélevée en milieu naturel. Je compte d'ailleurs la relâcher, hein, je ne vais pas la garder. Mais pour vous la montrer, je l'ai donc mis dans ce petit pot. Elle a construit un peu sa petite toile, la voici. Oups. Donc c'est une très belle araignée. Certains auront peut-être du mal à comprendre le mot très belle quand on parle d'araignée. Mais elle s'appelle Tegenaria ferruginea et elle a une bande rousse sur son abdomen. Lorsqu'elle va marcher un petit peu moins vite, on la verra. Et donc c'est une espèce dans les tégénaires qui est assez colorée en fait. Elle a un pattern très joli sur l'abdomen, elle a des pattes annelées et on la trouve principalement en milieu naturel, dans les vieux troncs, les anfractuosités rocheuses ou même des murs. Qui sont très souvent en milieu naturel. Donc c'est pas une tégénaire ici qu'on va retrouver dans les maisons, ou en tout cas vraiment très rarement, parce que ce n'est pas du tout dans ce genre de coin là qu'elles vivent.
Voilà, donc vous voyez bien, je manipule une araignée, mais je sais reconnaître évidemment que c'est une tégénaire, que c'est inoffensif. Je ne préconise pas de manipuler une araignée chez vous si vous ne connaissez pas les araignées. Mais il faut savoir qu'une araignée, ça ne s'attrape pas comme autre insecte, ça ne s'attrape pas avec la main en fermant bien sûr la main sur une araignée. C'est le meilleur moyen pour s'inciter à se faire mordre. Une araignée, on peut la manipuler en... Vous avez vu le petit mouvement ici, j'ai un peu coincé sa patte, j'ai eu la chance qu'elle n'ait pas de réaction de défense, mais la main peut être présentée comme un substrat, une pierre, une feuille, etc. Et l'araignée va simplement marcher dessus. Voilà. Donc l'araignée est très vive au début, et là, à force de courir, elle devient de plus en plus calme, on va dire, moins vigoureuse. Et donc elle va devoir prendre des pauses pour pouvoir récupérer un peu d'oxygène. Et donc l'araignée va bien sûr reconnaître que le substrat n'est pas naturel, parce que ma main est chaude, elle est un peu moite, etc. Donc elle va très souvent continuer à marcher pour essayer de rejoindre un substrat qu'elle connaît mieux, pour aller trouver une cachette. Voilà. Je ne vais pas la déranger plus longtemps, je pense qu'on l'a vu assez en détail. Et je vais la remettre dans sa petite boîte. Oui, c'est vraiment important de préciser aux gens que ce n'est pas un jouet, bien entendu. Là, on le fait vraiment d'une manière didactique, pour expliquer comment ça fonctionne, entre guillemets, et l'espèce, etc. Mais bien entendu, ce n'est pas un jouet. Donc ici, un petit tube avec de l'eau pour garantir un peu d'humidité. Et c'est vrai que le meilleur moyen de se faire mordre par une araignée ou même tout autre insecte, c'est de venir la pincer, une patte ou etc. Et là, la réaction que l'araignée va faire est véritablement de se retourner contre son agresseur, ce qui est naturel. Donc voilà. C'est ça. Ok. Nickel. Et donc, tu as également amené des spécimens donc de ma propre collection, oui, de labo, mais voilà, de ma propre collection, ces spécimens belges. On a fait récemment une étude sur les araignées des maisons, justement pour étudier la diversité des araignées que l'on peut trouver dans les maisons, lesquelles peuvent être qualifiées de communes dans les maisons et lesquelles peuvent être considérées comme étant des introductions fortuites. Et donc, pour pouvoir collecter et identifier les araignées et les conserver, on les met dans des tubes avec de l'alcool. Donc c'est une mort qui est assez rapide pour l'araignée. L'alcool va conserver l'araignée aussi, et c'est aussi un bon moyen pour des études futures, pour d'autres scientifiques, de pouvoir garantir une assez bonne conservation de l'ADN aussi. Si on veut faire des études moléculaires, pouvoir identifier une araignée alors qu'on n'arrive pas à l'identifier avec les caractères génitaux par exemple, lorsqu'on a des juvéniles, des araignées qui sont encore très jeunes et pas matures, on n'a pas accès aux organes génitaux, ils ne sont pas développés, ce qui est très important pour l'identification des araignées. Et donc là on a besoin d'autres outils assez puissants comme le moléculaire pour pouvoir les identifier formellement. Et donc des araignées, on en a de toute taille, des araignées qui s'introduisent dans les maisons, des araignées qui sont là par hasard parfois parce que la fenêtre est ouverte. Donc ici on a une araignée minuscule, on la voit pas, mais chaque fois je note sur l'étiquette d'où est-ce qu'elle provient et où est-ce que je l'ai attrapée, avec une étiquette si j'ai identifié portant la famille, le nom de l'espèce. Ici par exemple on a une araignée, une Gnaphosidée, et son nom scientifique est Scotophaeus scutulatus. Voilà. Alors ça serait bien que je vous montre par exemple la différence entre un mâle et une femelle. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir avec tout ça, mais ici voilà, on a une araignée et devant la tête on a deux petites pattes un peu en repliées comme ça. Je vais essayer de zoomer au maximum. Oui, ça va être dur, mais ça va être difficile avec voilà. Le liquide et le plastique. Exactement, oui. Et donc là, c'est des sortes de mandibules comme ça. Voilà, on a les longues pattes. On a 8 longues pattes, et devant la tête on a 2 pattes plus courtes. Alors on les voit. Voilà. Et chez le mâle, ces pattes-là sont modifiées, portant des structures très complexes et qui interviennent dans la reproduction, tandis que chez la femelle, on n'a pas ces 2 pédipalpes. L'araignée vivante que je vous ai montrée, par exemple, c'est une femelle, elle n'avait pas ces organes modifiés. Voilà. Donc la fameuse araignée qui
est prédatrice de ces grosses araignées-là. C'est donc le folk. Donc voilà, c'est cette araignée toute frêle avec un petit corps et des très très longues pattes, Celle tellement du dessus, longues. hein. Voilà, celle du dessus. Mhm. Est une chasseuse. Elle capture très facilement les tégénaires qui peuvent être de façon impressionnante plus grandes qu'elle. Mhm. Voilà. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les tégénaires, ils pourraient essayer d'aimer les folks. Ou en tout cas les laisser tranquilles dans la maison. Ouais. Voilà. Ça fait un C'est paquet. une sacrée collection, hein. Ouais, c'est une toute petite partie en fait Bah, c'est normal. de Hein. ce que j'ai. En tant que professionnel, Ouais. c'est normal. Hein. Donc ici j'ai une philodromidée. Il y a presque plus d'alcool, mais l'araignée mâle ici, on voit bien un de ses pédipalpes. Donc les philodromidés par exemple sont des araignées qui vivent plutôt à l'extérieur et de temps en temps lorsqu'une fenêtre est ouverte, on va pouvoir la voir courir sur le plafond. Mais dès qu'elle trouvera une sortie, elle préférera rester à l'extérieur. Il n'y a que les tégénaires et d'autres araignées qui sont bien habituées à l'infrastructure urbaine et humaine et qui se satisfait des recoins sombres et humides qui sont tout à fait bien pour leur biologie. D'accord. Voilà. Ok. Alors, à la fin de l'atelier, j'ai fait le tour de magie à Arnaud, que vous allez voir dans un instant, parce que j'ai moi aussi mon exemplaire, mon spécimen d'araignée. Bon, on va dire que elle était très vieille et que elle a souhaité se faire enfermer comme ça. Se faire momifier. Voilà, tout à fait. Et il paraît qu'elle était consentante. On l'a eu au téléphone juste avant et il paraît que c'était ses derniers souhaits. C'était dans son testament. Voilà. Mais donc voilà, on regarde la séquence et on se retrouve pour l'après-atelier pour le mot de la fin. Il faut croire que mon entourage me connaît vraiment trop bien et sait que je suis capable de tout. Ce qui fait que pour ce tour-ci, j'ai vraiment eu du mal à obtenir la réaction logique qui en découle. Toutes celles-là, enfin bref, t'aurais pu prendre toutes les cartes du jeu. Parce que regarde ce qu'il y a dans ta main. Et c'est dingue quoi. Kijk een beetje wat er staat in je hand. Open je hand. Open de kaart. Enfin, bref, t'aurais pu prendre n'importe quelle carte. Parce que regarde ce que tu as dans la main. Ah oui, ok, d'accord. Heureusement, j'ai pas peur des araignées, tout va bien. Parce que c'est pas sympa en fait. Ah oui, j'ai même pas vu. Comment t'as planqué ça dans ta Voilà, poche? voilà. J'ai pas. Néanmoins, à force de persévérer, j'ai finalement réussi à obtenir des réactions assez surprises. Je vous laisse juger par vous-même. De ton choix. Voilà. Alors, tu la prends, tu la montres à tout le monde et je regarde rien du tout. D'accord? Est-ce que tout le monde l'a vu? Oui. Oui? Oui. Ok. Alors, là je veux pas voir. C'est bon? Ok. Tout le monde l'a vu? Oui. Ok. Alors, je vais mettre la carte au milieu du jeu, plus ou moins, comme ça. Voilà. Et je referme le jeu. Voilà. Ce que toi tu vas faire, tu vas me donner ta main comme ça, une main comme ça, voilà, et tu te mets l'autre pour fermer comme un sandwich. Donc tu fermes le jeu comme ça, tu mets l'autre comme ça par-dessus, voilà, comme ça. Et moi ce que je vais faire, je vais essayer de deviner à quel niveau se trouve ta carte, d'accord? Bon, je te promets rien, je vais essayer. Alors, donc elle était normalement en 18e position, tu soulèves un tout petit peu par là. Je pense que... Ça c'est difficile. Ah, mais je vais... C'est pas grave, j'en retire deux. Mais c'est pas grave, tu peux refermer. Alors, j'en ai retiré deux. Celle-là, c'est pas ta carte, c'est pas celle-là. non, c'est pas Mais j'ai encore une chance. Quelle était ta carte? Le 6. Le 6? C'était cette carte-là? C'est incroyable. Mais attention, c'est pas fini. Parce que ça aurait pu être... Donc, j'ai trouvé celle-là. Mais ça aurait pu être... Celle-là. Ça aurait pu être celle-là. Ça aurait pu être celle-là. Ça aurait pu être celle-là. Enfin bon bref. Ça aurait pu être n'importe laquelle. Parce que
regarde ce que tu as dans ta main. Mais regarde, elle est toute gentille. Elle est toute gentille, elle est enfermée en plus. Mais regarde, elle est toute gentille, elle fait rien de mal. Mais je pense que c'est celle-là. Oui. Alors, ne bouge pas, parce que tu as pris cette carte-là, mais ça aurait pu être celle-là. Ça aurait pu être celle-là, celle-là. Ça aurait pu être toute celle-là. Enfin bon, bref, ça aurait pu être n'importe quelle autre carte du jeu. Regarde, ouvre un peu ta main. Eh bien, un tout grand merci à ma chère cousine Audrey, avec qui j'ai obtenu la meilleure réaction jusqu'à présent. Ça va, t'es remise de tes émotions? Ça va, oui. Ça va? Tu respires bien? Le cœur ne palpite plus? Non, ça va aller. Un tout grand merci en tout cas, et à vous les studios! Et bien voilà, j'espère que vous avez trouvé ça super intéressant, au même titre que moi j'ai trouvé ça super passionnant. Tous ces spécimens, etc. Voilà, on en a tous vu, mais là il y avait quand même une belle diversité, c'était vraiment génial. Alors comme vous savez, à chaque fin d'émission, il y a des pêches qui arrivent. Mais bon, vu que j'ai un invité aujourd'hui, je vais éviter de rentrer dans des acrobaties parce que voilà, les dépêches sont quand même assez lourdes et si à un moment donné ça vole dans la pièce, ça risque d'être un petit peu compliqué pour son crâne. Mais voilà, regardons ce qu'elles nous disent aujourd'hui. Prenons un moment et soyons heureux que les araignées ne peuvent pas voler. Je pense que vous voyez de ce que je veux dire. Qu'est-ce que t'en penses ? Je comprends que beaucoup de personnes aimeraient croire cela, mais d'une certaine façon ce n'est pas vrai. Les araignées peuvent voler, elles ont leur propre système pour le faire. Et c'est assez sympa en fait, les araignées pour pouvoir se disperser sur des très longues distances, elles sont capables de tisser un fil de soie dans l'air et avec la prise au vent, elles sont capables de s'éjecter et de parcourir de très longues distances en se faisant parachuter par ce moyen-là. Donc effectivement, et souvent ce qu'on peut voir, ce sont les fils d'Ariane, on appelle ça les fils d'Ariane, des fils qui brillent un peu, qui scintillent grâce à la lumière et qui souvent recouvrent le visage. Et ben ça, ce sont les araignées. D'accord. Surtout les jeunes qui sont très légers, qui sont capables donc d'utiliser le vent pour se disperser et changer d'endroit par ce moyen-là. D'accord. Donc voilà. Mais les araignées n'ont pas d'ailes, ne peuvent pas voler, mais elles sont capables de se faire parachuter, de planer dans les airs avec leur soie. D'accord. Mais du coup, ça me rappelle qu'il y a une araignée célèbre qui disait « I believe I can fly, I believe I can touch the sky ». Eh bien, nous voici au terme de cette émission. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter pour la fin ? J'ai été très content d'être reçu par toi et toute ta panoplie de caméras et de petits bonhommes. Et donc j'ai même pu voir des systèmes que je ne connaissais pas pour capturer les araignées. J'espère que l'information est bien passée, qu'on sera plus cool avec nos amis, qui prennent bien soin de réguler les insectes qui peuvent pulluler dans les maisons. Donc voilà. Mais j'espère que mon confrère ne t'a pas trop effrayé. Oui, c'est bien de toi que je parle. Ouais. Il était derrière la caméra. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a été sage, c'est pas toujours son habitude, mais dans tous les cas, c'est moi qui te remercie du fond du cœur d'avoir pris du temps pour venir. J'espère effectivement que ça vous servira. Et si les gens veulent aller encore plus loin au niveau du détail, qu'est-ce que tu peux conseiller comme je sais pas, littérature? Est-ce qu'il y a un site internet où il faut d'office aller? Bien entendu, site que je mettrai alors dans la description de la vidéo. Mais est-ce que j'imagine que ça existe, ça? Oui, tout à fait. Alors, je vais plutôt parler de taxonomie. Je suis un taxonomiste. Je découvre des nouvelles espèces, je les décris et j'analyse les relations de parenté qui existent entre les différentes espèces. Parce que des nouvelles espèces, on en retrouve vraiment à l'appel. On ne se rend pas compte, mais il suffit de marcher dans une forêt tropicale pour avoir écrasé 10 nouvelles espèces qu'on ne connaissait pas avant. Ça arrive très vite. Il est bien connu que la 6e extinction de masse est provoquée par l'homme et donc il y a des espèces qui sont probablement nouvelles et qu'on ne verra jamais à cause de ça. Bon, moins de drame maintenant et je conseille
en tout cas d'un point de vue taxonomique, si on a envie d'identifier une espèce que l'on a vue, que l'on a prise en photo, que l'on a éventuellement capturée pour avoir plus de détails derrière un tube ou quoi, c'est de visiter le site qui s'appelle Arachnopiwigo, donc les araignées de Belgique et de France. C'est un site auquel je participe avec un collègue, Pierre Roger, qui est l'initiateur de ce site-là. Et donc on vise à essayer de recenser toutes les espèces connues en Belgique et en France à travers des photos d'habitus, donc du corps, de différents points de vue, de face, de profil, de dos. Et surtout, le grand avantage de ce site, c'est d'illustrer aussi les organes génitaux des araignées. Alors ça peut paraître un peu érotique ou pornographique, mais il faut savoir que la clé d'identification des araignées, et aussi de beaucoup d'insectes, c'est de regarder très en détail leurs organes génitaux. Les mâles, par exemple, sont très faciles à différencier des femelles car les mâles ont devant leur tête deux petites pattes. On appelle ça des pédipalpes. Ce sont des pattes modifiées pour la reproduction sexuelle. Quand l'araignée mâle est mature, ces pédipalpes vont être très enflés et porter des structures très complexes qui vont intervenir donc dans la fécondation de la femelle. Et en fait, ça agit un peu comme une seringue. Donc, les organes génitaux se trouvent dans l'abdomen, chez le mâle et chez la femelle, mais le mâle va devoir passer par ces deux gants de boxe, ces deux pattes modifiées, pour pouvoir aller prélever son sperme et l'injecter à la manière d'une pipette ou d'une seringue chez la femelle. Et ça, c'est unique dans le règne animal. Il n'y a que l'araignée mâle qui a une paire de près de la tête. Voilà. D'accord. Pour le côté marrant aussi, mais c'est vrai. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, regarder à travers un microscope ou à travers des photos et identifier les araignées, je conseille ce site qui est qui commence à devenir très fourni et internationalement connu, je dirais. D'accord. Ok, eh ben, voilà, comme je disais, je mettrai bien entendu le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, bien entendu. Eh bien, voilà, je te remercie une fois de plus de ta venue, c'était super intéressant. Et voilà, j'espère en tout cas que voilà, ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je peux pas non plus tout envoyer à Arnaud s'il y en a beaucoup, mais voilà, on essaiera de rassembler éventuellement des questions vraiment les plus importantes qui n'ont pas été abordées éventuellement dans l'émission ou que sais-je. Et donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ça a pu vous permettre de découvrir un peu plus ce monde fascinant des araignées et peut-être avez-vous moins peur maintenant des araignées, encore moins que par rapport à la première vidéo. Dans tous les cas, je vous retrouve pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Et voilà.